Bonjour Rachid Temal, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. On va commencer, comme d'habitude, en regardant 3 unes de presse régionale. On les a sélectionnées. On recommence par la une du Dauphiné. 7 minutes, l'incroyable casse du Louvre. 8 bijoux d'une valeur inestimable ont été dérobés hier. Les voleurs sont passés par la fenêtre. La deuxième une, c'est celle de la Marseillaise. Santé mentale, le péril jeune. Un tiers des 11-24 ans vont mal. Les moyens dédiés au bien-être mental de la jeunesse font défaut. C'est ce que dit le professeur Marcel Ruffo. Et puis la dernière une, c'est celle de Nice Matin. Cure thermale, la fin du 100% remboursé. C'est la question à la une du journal. La Cour des comptes qui veut supprimer le remboursement intégral des patients. Le secteur dénonce une mesure injuste. Quelle une avez-vous envie de commenter ? La Marseillaise, ça vous fera plaisir. Et sur un sujet effectivement ô combien important, la santé mentale des plus jeunes. D'abord parce que la santé mentale, en tout cas c'est le parent pauvre de l'hôpital qui lui déjà va très mal. Donc on imagine l'état de la santé mentale et c'est vrai que je pense qu'on ne mesure pas encore les effets notamment du Covid et de ce que tout cela a entraîné. Et donc c'est vrai que le manque de moyens, ça c'est une forme de bombe à retardement. Et puis c'est vrai que l'arrivée massive, en tout cas maintenant, dans ces générations-là, où ils n'ont connu que aussi la question du numérique, etc., tout ça crée des bulles. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les numériques, etc., fait que le rapport à l'autre, le rapport à soi est forcément impacté. Et c'est vrai que là, c'est un sujet majeur. Alors, il y avait eu la question qu'il y ait une prise en charge minime à une époque pour la jeunesse, mais je pense qu'il faut revoir d'autres dispositifs. Et surtout dire que ce n'est pas grave d'aller voir d'être soigné, d'être accompagné. Je veux dire, c'est comme ça qu'on grandit quand on en a besoin. Et donc, c'est important qu'on en ait les moyens, qu'il y ait une appréhension qui soit dépassée. Donc, je pense que ça veut dire qu'il faut que la société dans son ensemble s'en donne les moyens et prenne conscience de la réalité de notre jeunesse. On passe à l'actualité du Parlement et l'Assemblée nationale entame donc aujourd'hui l'examen du budget. Ce ne sera ni le budget des socialistes ni le budget de Sébastien Lecornu. C'est ce qu'a dit hier la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon dans Le Parisien. Est-ce que vous pensez à un compromis possible entre le PS et le bloc central, le gouvernement ? Mais en fait, ce n'est pas du tout le budget des socialistes, bien évidemment. C'est un gouvernement de droite et c'est un budget de droite. Ce que nous avons fait, nous, les socialistes, nous avons fait le choix de ne pas être les agents du chaos. Je note que ces dernières semaines, les agents du chaos, les vecteurs du chaos, c'était ce qu'on appelle le socle commun. Quand vous entendez Édouard Philippe, quand vous entendez M. Bruno Retailleau, quand vous entendez Gabriel Attal. Donc toute la question, c'était est-ce qu'on mettait du chaos dans le chaos ou est-ce qu'on essayait de faire avancer des choses pour les Français ? Nous avons fait ce choix-là, d'abord en proposant, nous, un budget et en avançant. Avant même l'examen du budget qui démarre aujourd'hui à l'Assemblée, nous avons fait une première victoire pour les Français, pas pour les socialistes, pour les Français. La suspension jusqu'à la présidentielle de la retraite Borne, qui était décriée par à peu près tout le monde, même une partie de la droite, fait que c'est une vraie avancée, une vraie victoire pour les Français. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans ce budget-là, qui n'est pas notre budget, je le rappelle encore une fois, il y a des mesures qui ne nous conviennent pas. Et donc, ce qui est le boulot d'un parlementaire, qu'on soit député ou sénateur, ou sénatrice, c'est justement de faire le travail que nous allons faire maintenant. Les socialistes à l'Assemblée, nous allons le faire ensuite au Sénat, déposer des amendements, combattre, voter, obtenir des victoires pour les Français. Donc vous pensez obtenir un budget de compromis ? Et puis à la fin, on verra ce que nous ferons en finale. Nous ne voterons pas le budget, mais en tout cas, nous verrons ce que nous ferons sur les autres mesures. Le compromis, vous pourriez vous abstenir. Comment ? Vous pourriez vous abstenir. Oui, mais vous savez bien que le compromis est d'ailleurs même compliqué, parce que un des problèmes que nous avons dans ce jeu de déstabilisation, c'est l'état des Républicains. Puisque nous avons bien compris que les Républicains, il y avait, comme dirait l'autre, les Républicains du Sénat, les Républicains de l'Assemblée. Et qu'entre eux, c'est un peu des oppositions. Donc il serait bon, d'abord, que ce qu'ils appellent le socle commun arrête de constamment déstabiliser. Donc le problème, il va plus venir du bloc central que des socialistes pour trouver un compromis sur ce budget, selon vous ? Et je vous donne un exemple concret. Tout le monde est d'accord pour la suspension des retraites. Et puis hier, j'ai écouté le président du Sénat, Gérard Larcher, en tant que chef des Républicains, évidemment, nous a dit qu'il serait opposé à cette suspension de la réforme des retraites. Ça nous interroge, puisque je rappelle que, de l'autre côté, les députés n'ont pas voté la censure contre le gouvernement de M. Lecornu, qui a annoncé cette suspension. Vous voyez bien que c'est de là que vient le problème. Gérard Larcher, il a dit autre chose hier, il a redit plutôt autre chose, que la taxe Zuckman, selon lui, est inconstitutionnelle. Ce n'est pas votre avis ? Alors, j'ai pas noté que Gérard Larcher était passé dans la nuit de la présidence du Sénat à la présidence du Conseil constitutionnel.
Ce qu'on a déjà dit sur cela, c'est quoi la taxe Zucman? C'est l'idée qu'il faut que ceux qui ont, et tant mieux pour eux, ont eu des revenus augmentés très sensiblement, et ceux qui sont tout en haut, financièrement, j'ai envie de dire, en termes de revenus, on dit, il y a un effort, il faut que chacun contribue à la proportion de ses capacités. Ils ont augmenté leurs capacités, on leur demande d'augmenter leur participation, leur effort. Bon, si le Premier ministre trouve d'autres outils, nous parlerons de ce que ça veut dire. Mais je veux dire, donc vous n'êtes pas arc-bouté sur la taxe Zucman, même si Olivier Faure veut la réintroduire par amendement. Personne n'est arc-bouté sur rien. Ce qu'on veut à la fin, pourquoi la réintroduire par amendement, alors? Mais parce que pourquoi on ne l'introduirait pas? Pourquoi on n'aurait pas le droit de mettre des amendements? C'est le principe de base. Ce qu'on vous dit simplement, c'est que nous allons mettre des amendements, il y aura des débats, et s'il y a d'autres mesures, ce qu'on appelle un rendement suffisant pour pouvoir alléger la charge des Français, on verra à ce moment-là. Mais commençons le débat, permettez le débat. Si on pourrait interdire aux socialistes de déposer tel ou tel amendement, je crois que dans la période, encore une fois, ceux qui ont été les plus responsables, ce sont les socialistes. Sur les franchises médicales dans le budget de la sécurité sociale, ça aussi c'est un autre point, une ligne rouge en tout cas des socialistes. Alors, je ne parle pas de ligne rouge, on ne fait pas un budget avec des lignes rouges. On fait des propositions, des oppositions. Donc là-dessus aussi, alors justement, parce que Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, elle ouvre la porte à un élargissement du public qui serait exonéré de ces franchises médicales. Un compromis est possible autour de ça? Mais attendez, vous me parlez d'une porte-parole qui dit je ne sais quoi. Vous savez, moi je suis très simple comme garçon, comme les socialistes. Il y aura des amendements du gouvernement et de l'ensemble des groupes. Et c'est amendement par amendement, on regardera concrètement ce que ça a comme impact pour les Français. Notre boussole, notre juge de paix, c'est que les Français vivent mieux. C'est assez simple comme explication, nous. Nous ne sommes pas là pour faire des coups, nous ne sommes pas là pour déstabiliser qui que ce soit, nous ne sommes pas dans une fracture, contrairement à d'autres partis. Nous voulons améliorer la vie des Français. Donc à chaque fois qu'il y aura des propositions, nous les étudierons, nous ferons nous-mêmes nos propositions et nous regarderons ce qui est aussi dans le débat politique. On va revenir sur la suspension de la réforme des retraites qui a donc été annoncée par Sébastien Lecornu. Mais sera-t-elle vraiment mise en œuvre à l'issue des débats parlementaires où le PS s'est-il fait piéger? C'est votre éclairage, Alexandre. Le gouvernement qui a donc promis aux socialistes une suspension de la réforme des retraites en échange d'une non-censure, mais l'adoption finale de cette mesure au Parlement est très incertaine. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, cela dépend du véhicule législatif, c'est-à-dire le moyen par lequel on change la loi. Alors pour suspendre la réforme des retraites, il y a plusieurs scénarios possibles. D'abord, un texte de loi simple. Alors visiblement, ce n'est pas le scénario qui est choisi par le gouvernement. Pour une question de délai, Sébastien Lecornu a promis que cette suspension interviendrait pour les Français à partir du 1er janvier 2026. Et d'ici là, une grande partie du calendrier au Parlement est occupée par l'examen du budget. Et donc, il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps pour examiner un texte de loi sur les retraites. La deuxième option, c'est intégrer la suspension de la réforme des retraites dans le budget. Ah oui, c'est l'option qui a été privilégiée la semaine dernière par le gouvernement. Sébastien Lecornu avait annoncé qu'il déposerait un amendement pour modifier le budget de la sécurité sociale 2026 lors du débat au Parlement. Cet amendement doit être ensuite voté par une majorité de parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale. Il semble y avoir une majorité pour cette suspension, que ce soit à gauche ou du côté du Rassemblement national, même par certains élus du bloc central. Mais pour que cet amendement soit adopté définitivement, il faudra que le budget de la sécurité sociale soit adopté dans son ensemble par une majorité de députés. Et c'est là où est le problème, notamment pour le Parti socialiste, car vous en avez parlé, dans ce budget de la sécurité sociale déposé par le gouvernement, il y a des mesures qui sont rejetées par la gauche. Le gel des pensions de retraite, le gel des aides sociales, notamment des allocations logement, ou encore le doublement des franchises médicales, c'est-à-dire la hausse du prix du médicament pour les Français. Alors, même si les socialistes espèrent remanier ce budget durant les débats, eh bien, il pourrait être au final bien difficile à voter pour la gauche. Et puis, il y a la question du délai, le délai d'examen de 50 jours maximum pour examiner ce budget de la sécurité sociale. Si ce délai est dépassé, le budget n'est pas adopté et le gouvernement pourrait se retrouver obligé de le faire passer soit par ordonnance, soit par une loi spéciale. Et alors, il y a une troisième option qui est apparue ce week-end. Oui, cette option, elle est proposée par le constitutionnaliste Benjamin Morel, qui d'ailleurs vient souvent dans cette émission. Selon lui, concernant la suspension de la réforme des retraites, le gouvernement devrait faire, je cite, une lettre rectificative permettant de compléter un projet de loi déjà déposé devant le Parlement, mais avant son examen par la première assemblée saisie. Alors, si le budget de la sécurité sociale originel était au final appliqué par ordonnance par le gouvernement, faute d'adoption au Parlement,
gouvernement, eh bien ce texte originel comprendrait bien alors la suspension de la réforme des retraites grâce à cette lettre rectificative. Une lettre rectificative qui d'ailleurs depuis est demandée par les oppositions au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon en tête, je le cite, « Il apparaît qu'il existe un moyen d'obliger le gouvernement à tenir parole. Merci à Benjamin Morel qui le fait connaître. C'est le procédé de la lettre rectificative. » Marine Le Pen également demande à Sébastien Lecornu de déposer en urgence une lettre rectificative sur son projet de loi de financement de la sécurité sociale pour garantir la viabilité juridique d'une suspension de la réforme des retraites avant son vote par l'Assemblée. Mais le problème, c'est que cette lettre rectificative pourrait obliger le Parlement à raccourcir les délais d'examen du budget cet automne. Et ça, pour le Sénat, c'est hors de question. On va écouter le président du Sénat, Gérard Larcher. Il était hier dans l'émission Grand Jury RTL Public Sénat. Nous avons 70 jours pour examiner le budget. On a des réalités calendaires. Bien sûr, la pureté serait de faire une lettre rectificative soumise au Conseil d'État. Alors, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est un peu de la technicité parlementaire. Mais ça retarde d'autant l'éventuelle transmission au Sénat 10 jours. Et là, il n'est pas certain que nous tenions... Les délais les délais. Donc vous n'êtes pas favorable à la lettre? Le Sénat ne s'amputera pas des 15 jours auxquels il a droit pour examiner le projet de loi. Voilà, on n'a donc pas fini de cette histoire de véhicule législatif de la suspension de la réforme des retraites. Rachid Temal, on voit que la suspension de la réforme des retraites que vous avez négociée avec le gouvernement en échange de la non-censure, finalement pour des questions parlementaires, elle est très incertaine. Est-ce que vous êtes fait avoir? Très franchement, quand j'entends, je veux revenir sur les mots. D'abord, ça concerne près de 3,5 millions de Français. Je pense qu'on peut d'abord saluer cela, parce que c'est extraordinaire, c'est comme si tout ça n'existait pas. Vous savez, parce que j'entends Madame Le Pen, et M. Mélenchon, ils sont extraordinaires. Je pourrais même dire cocasses ou ridicules. Voilà des gens qui voulaient pas du tout de cette réforme-là, qui voulaient même censurer le gouvernement. S'il y avait eu censure du gouvernement, je rappelle qu'il n'y aurait pas eu cette suspension de la réforme Borne. C'est quand même eux qui étaient à deux doigts de l'empêcher. Et qui viennent maintenant faire les chevaliers blancs. Nous n'avons pas besoin de leur conseil. Donc ce que nous disons, les choses sont assez simples. Le Premier ministre a pris un engagement. Nous lui demandons de le tenir. Et donc, quelle que soit la mesure, il faut le tenir. Donc après, que d'autres oppositions, alors on ne sait plus vraiment d'ailleurs, que les LR, c'est pour lesquels veulent jouer un jeu de pouvoir à la fin faire la suspension, nous nous battrons. Donc nous allons maintenant, c'est au Premier ministre de nous dire ce qu'il souhaite faire, comment il le souhaite faire, et à ce moment-là, nous nous positionnerons. Mais rassurez-vous, à la fin, il y aura une suspension de la réforme des retraites. Vous êtes certain? Il y aura une réforme, la réforme sera suspendue. Même s'il faut passer par des ordonnances pour faire passer le budget avec cette suspension à l'intérieur, vous êtes prêt à accepter ces ordonnances? Mais encore une fois, il y a un processus législatif, laissez-le jusqu'au bout. Laissez-le jusqu'au bout. C'est marrant, tous ces gens qui étaient persuadés que nous n'obtiendrons rien. Je vous rappelle, quelques jours avant, les socialistes ne l'auront pas, cette suspension, c'est impossible, ils se sont fait avoir. Et à la fin, nous l'avons. Et maintenant, non, mais dans le processus législatif... Depuis que nous l'avons, maintenant, c'est... Ah oui, mais alors on a envie de vous dire, mais ces gens-là, je vous rappelle encore une fois, je vous le dis, tous ces gens-là, M. Larcher, Mme Le Pen, M. Mélenchon et d'autres, étaient contre la suspension de la réforme des retraites. Donc, ils n'ont pas gagné. Qui laisse ceux qui ont obtenu cette victoire pour les Français agir. Quand vous entendez Gérard Larcher hier dire que la majorité sénatoriale ne votera pas cette suspension, qu'elle restera fidèle à ses convictions, est-ce que vous vous dites c'est mal parti? Mais vous savez que la majorité sénatoriale actuelle n'a pas le droit et de vie sur l'ensemble du Parlement. C'est une composante du Parlement. Donc moi, quand j'ai entendu monsieur le président Marseille à la tribune du Sénat, c'est pas ce qu'il disait. Donc je ne suis pas certain que la majorité parle d'une seule voix. Mais en tout cas, si la suspension de la réforme des retraites, en tout cas cet amendement est voté par une majorité de députés, mais qu'au final, il y a un budget avec des mesures qui sont irritantes pour la gauche, vous n'allez pas le voter ce budget, et donc au final, il n'y aura pas de suspension. Mais encore une fois, attendez, soyez patients. Non, mais on se projette un peu, c'est normal. Projetez-vous. Moi, je vous le dis qu'à la fin, elle sera dedans. Très bien. Voilà. Vous êtes certain. Et tous ceux qui, encore une fois, pendant une semaine, nous ont expliqué que nous n'obtiendrons rien, en sont pour leur argent, comme on dit. Alors, je leur dis, taisez-vous de grâce. Et laissez ceux qui travaillent pour les Français agir. Parce que c'est ce qui se passe. Pendant que Glosset et voulait renverser un gouvernement, nous avons obtenu une mesure concrète, précise et majeure pour les Français. Avec Sébastien Lecornu qui demande des économies pour compenser le coût de sa suspension. Hier, la nouvelle ministre de la Santé était dans un hôpital à Créteil. Elle a alerté sur le déficit de la sécurité sociale. Il va falloir le diminuer. Si on ne le diminue pas, on a un risque de ne plus avoir de sécurité sociale à terme. Elle a raison? Non. Cette dame-là,
Stéphanie Rist. Voilà. Je veux dire, je rappelle que c'est son gouvernement depuis 2017. Quand François Hollande a quitté le pouvoir en 2017, les comptes de la Sécu étaient dans le vert. Et le budget de l'État est à 3% de déficit. Qu'en est-il aujourd'hui? Là aussi, tous ces gens qui, depuis quasiment 10 ans, de 2007 à aujourd'hui, ont quand même fait avec le talent qu'on sait, de tels déficits partout, viennent ensuite donner des leçons. Et bien, si elle ne sait pas faire la Sécu, qu'elle laisse sa place. Et d'autres feront des choses pour y arriver. On va continuer à parler de la question de l'hôpital. On va dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Joël Auclé, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire PS de Marmande et vous êtes médecin retraité. Joël Auclé, un hôpital est menacé de fermeture dans votre ville. D'abord, expliquez-nous pourquoi. Oui, menacé de fermeture financièrement, je dirais. C'est dû à ce que tous les hôpitaux de notre dimension, de la France dite périphérique, supportent, c'est-à-dire un déficit chronique depuis la sortie de la crise Covid. Donc effectivement, lorsqu'on a des déficits chroniques, bien on a des tensions de trésorerie, et c'est la tension de trésorerie qui fait poser cette question-là. Mais l'hôpital de Marmande, il ne peut pas fermer. Il couvre un bassin de 110 000 habitants. Donc, avec une démographie médicale libérale qui est en berne. Donc, vous imaginez bien que l'hôpital ne va pas fermer. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, des pouvoirs publics? J'attends d'abord que, en premier, l'ARS permette de financer la trésorerie, bien sûr, de l'hôpital. Donc, ils ont déjà fait une avance. Il va falloir en refaire une. Mais plus profondément, il faut vraiment que les pouvoirs publics comprennent que la manière de rémunérer, je dirais, l'activité des hôpitaux ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, au moins pour les hôpitaux dits périphériques. On ne peut plus continuer avec cette rémunération à la T2A. Aujourd'hui, l'hôpital, je prends l'hôpital de Marmande, celui que je connais le mieux, il assure une offre de soins de proximité aux habitants. On prend notre maternité, on doit faire 650 ou 700 accouchements par an. Le seuil de rentabilité, entre guillemets, c'est 1000. Est-ce que pour autant, on va fermer la maternité de Marmande? Bien sûr que non. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, à travers cet exemple, je vais vous montrer que les services rendus par ces hôpitaux-là ne peuvent pas amener, en l'état actuel de la T2A, de la technique de rémunération des hôpitaux, un équilibre financier. Et alors ça, c'est évidemment des dispositions nationales, mais ça devient très urgent. Rachid Temal. D'abord, moi, je partage totalement ce qu'évoque Monsieur le maire, parce que c'est vrai encore une fois, ceux qui voient la France avec un tableur Excel, c'est très simple. On dit c'est 1000, on est à 950, on dit on s'arrête, mais on ne peut pas s'arrêter. Puisque derrière ça, comme me dit Monsieur le maire, c'est un bassin de 120 000 habitants. Moi, j'ai la même chose dans le Val d'Oise. Il y a un sujet, par exemple, sur Magny-en-Vexin, la question des urgences la nuit. On dit il n'y a pas suffisamment, mais d'accord, mais il y a quand même des gens qui doivent venir. Il y a quand même des urgences. Il y a quand même des gens pour qui peuvent mourir, etc. Et donc moi, je suis effectivement pour qu'on ait cette vraie réforme, encore une fois. Il faut changer cette façon de rémunérer. On sait très bien qu'elle a beaucoup de défauts. Il y a la question de la trésorerie. Il faut en se donner les moyens. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Soit on considère que l'hôpital, c'est un service public. Auquel cas, c'est d'abord permettre à tout Français d'avoir un service à sa disposition, de se soigner. Quand j'entends le Premier ministre dire il faut les maisons France Santé à 30 minutes, je dis commençons déjà par sauver les hôpitaux. Puisque dans l'exemple qu'on crée ici, ce serait quoi? Ce serait retirer des services pour ensuite créer autre chose ailleurs. Mais alors que nous avons ici des professionnels, des femmes et des hommes qui au quotidien sauvent des vies, soignent des gens. Donc c'est pour ça que quand on vous dit nous qu'il faut augmenter les recettes des différents budgets, parce que certains ne parlent que de réduire les dépenses. Donc on vous dit qu'il y a aussi des recettes à faire complémentaires. Si on est l'incarnation, donc plein soutien, effectivement, c'est pour ça que nous nous battons. Pour aussi maintenir des hôpitaux de qualité, de proximité. Parce que sinon, on ne peut pas s'étonner ensuite que les gens se disent, finalement, je paye l'impôt et je n'ai plus rien à proximité. On a fermé tous les services. Et c'est une France abandonnée. Et on s'étonne ensuite d'un certain nombre de votes. Oui, pour cela, je pense qu'il faut revenir sur les territoires, remettre du service public. Et ça, c'est un choix de société. Ou alors on dit, finalement, les Français auront moins de choses et c'est le désert français qui va repartir. Et quand Sébastien Lecornu promet aucune fermeture d'hôpital en 2026, ça vous rassure? Ça me rassurera quand, en fin 2026, je le constaterai. Mais ça veut dire que là, concrètement, les ARS... Bon, moi, j'ai un débat sur les ARS. Les agences régionales de santé. Oui, les agences régionales de santé. Moi, je pense qu'il faut arrêter faire en sorte que les ministres n'aient plus de politique publique. Parce qu'à force de mettre des agences au milieu, il n'y a plus rien. Donc moi, je pense que là, concrètement,
il faut faire la trésorerie, comme le dit monsieur le maire, et il a raison. Il faut passer les étapes les unes après les autres. Et puis c'est comme ça que le Premier ministre tiendra son engagement. Un dernier mot, monsieur le maire. Ça vous rassure, vous, que le Premier ministre dise pas de fermeture d'hôpital en 2026 ? Oui, bien sûr, ça me rassure. Concrètement, à Marmande, l'offre de soins, si l'hôpital n'existe plus, mais je ne peux même pas l'imaginer. Enfin, c'est un vrai cataclysme. Juste un exemple, le service des urgences, qui a réussi à reconstituer une équipe entière, assure les soins post-urgence pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant, parce qu'on pallie à la difficulté de l'offre de soins en libéral. Donc oui, c'est plutôt rassurant, mais je serai d'accord avec monsieur le sénateur, j'attends de voir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été avec nous depuis Marmande. Un dernier mot de politique sur ces budgets. Mathilde Panot, hier, affirme que les socialistes ont fait un choix très clair, celui d'une alliance avec les macronistes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est tellement grotesque que je pense qu'il n'y a pas de réponse à faire. Nous n'avons fait aucune alliance avec qui que ce soit. Nous sommes dans l'opposition. Alors, Madame Panot est habituée des fake news. C'est vrai, quand vous êtes un parti qui dit que la Chine est une démocratie, on peut ensuite s'étonner de son rapport au monde. Donc nous, les choses sont très simples. Nous sommes dans un parti d'opposition. Nous sommes dans l'opposition au président de la République et à son gouvernement. Mais par contre, c'est comme dans toutes les oppositions, dans une mairie, etc., eh ben, vous essayez d'obtenir des choses pour les Français. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, une opposition, pendant 5 ans, elle ne fait rien, elle ne dira rien, elle ne sert à rien. Mais non. Vous essayez d'améliorer à chaque fois les choses pour les Françaises et les Français. On a peut-être 2 conceptions de la démocratie. C'est vrai que nous sommes pour le vote, la démocratie, quand eux sont pour le caudillo ou en tout cas le grand timonier. On passe à l'actualité dans votre département. On retrouve Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Jacques, vous allez nous parler d'un projet, Agoralim, qui serait le futur second Rungis. Qui va être ? Oui, absolument. C'est un projet très important qui s'implanterait notamment là où un autre projet qui n'a jamais vu le jour aurait dû s'implanter, dans le triangle de Gonesse, vers Aulnay-sous-Bois. On passe devant quand on est sur l'A1. C'est un projet assez protéiforme, monsieur le sénateur. J'aurais voulu savoir comment vous regardiez. Est-ce qu'il vous semblait que... alors, j'ai entendu que vous n'aviez pas de ligne rouge en matière budgétaire, mais est-ce que vous avez des garde-fous là par rapport à un projet qui se veut donc une extension de Rungis qui bientôt ne suffirait plus, mais aussi un site à la fois de production agricole, de distribution, de transformation. On parle d'un investissement d'1,4 milliard d'euros, hein, c'est tout à fait considérable, et la création de 4 à 5 000 emplois. Donc tout ça est énorme. Qu'en pensez-vous, monsieur Temal, vous qui êtes élu de cette région ? Alors, pour aller dans vos fiches, je suis le premier parlementaire à avoir soutenu le projet. Donc je soutiens entièrement ce projet depuis le début, et je continue à le soutenir. D'abord, pour que les gens comprennent bien, c'est de se dire que c'est un territoire, le Val-d'Oise, oublié. Donc ce projet-là, qui est un élément, l'Agoralim, c'est effectivement un sentiment de fierté pour ce département. C'est une activité qui ne sera pas délocalisable. C'est une activité qui aura une dimension citoyenne, bien apprendre à manger, mais également un lieu effectivement de production, de transformation et de vente. Et donc, comme vous le dites, ce sera en partie dans le triangle de Gonesse, donc très bien, mais également dans d'autres villes. Parce qu'à ce jour, et donc j'ai beaucoup échangé avec le président de Sémaris, qui gère le Rungis, à ce jour, le premier projet qui va sortir de terre, les saules sont lancés, c'est à Goussainville. Donc on n'est pas dans le triangle exactement. Donc c'est bien un projet du Val-d'Oise sur plusieurs communes, dont le premier projet est à Goussainville. Et donc les choses avancent. Et donc concrètement, ça veut dire que dans le Val-d'Oise, dorénavant, il y aura un projet à dimension nationale. Et je pense que c'est un élément de fierté de dire, eh ben là, dans le Val-d'Oise, vous pouvez à la fois produire de l'alimentation, à les transformer et les vendre. Et donc, je crois que c'est un outil de rayonnement. Et puis après, vous savez, ça permet aussi de diffuser, notamment dans le nord de la France et dans le nord de l'Europe. Donc, moi, j'y suis totalement favorable. Et il y a un travail qui est fait que je salue, à la fois par la Sémaris, les élus, le préfet qui est aussi impliqué. Moi, je vous le dis, et d'autres élus, mais je suis le premier à avoir soutenu ce projet-là parce que je crois que c'est une bonne chose et pour le département du Val-d'Oise et j'ai envie de dire pour son agriculture et pour ses citoyens. Vous avez une deuxième question, Jacques? Oui, je voulais savoir, parce que vous soutenez aussi, monsieur Temal, la ligne 19, hein, qui serait une nouvelle ligne du Grand Paris Express qui desservirait le nord en reliant la Défense à Roissy. Il y a la ligne 17 du Grand Paris Express qui est en gestation, mais on vient d'annoncer un retard pour la ligne 15 Sud
qui ne sera pas ouverte en 2026, si les informations du Parisien sont exactes. Ma question est la suivante. N'avez-vous pas peur que Agoralim, finalement, voit le jour avant que la desserte du Val d'Oise soit améliorée? Alors, pour être totalement précis pour vos téléspectateurs, la ligne 17, elle n'est pas en gestation, elle va se faire. Puisqu'aujourd'hui, je rappelle, le tunnelier est là, la gare qui est dans le Val d'Oise, à Gonesse, Tank de Gonesse, maintenant va sortir terre, elle est construite concrètement, et donc on va pouvoir relier Roissy. Sur la ligne 19, il faut savoir que j'ai déposé un amendement auprès des uns et des autres pour qu'il y ait dans l'étude, parce que nous sommes en phase d'étude, il y ait 2 branches. C'est le fait de partir de la Défense, donc un pôle majeur, de relier le centre du Val d'Oise, d'aller se repiquer pour une part sur la N17 et l'autre part, sur l'autre branche, d'aller jusqu'à Agoralim. Parce que l'idée, c'est qu'encore une fois, c'est un projet qui prendra du temps, mais il faut y penser maintenant. Et moi, je ne veux pas que dans 5-10 ans, on se dise « Tiens, c'est ballot, on n'a pas pensé à Agoralim alors que c'est un fait majeur. » Aujourd'hui, regardez Rungis avec le métro, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, donc moi, la demande que nous faisons avec mes amis socialistes du département de la région que j'ai portée en tant que parlementaire, c'est que dans l'étude que doit être lancée aujourd'hui par la région, par IDF Mobilité, etc., il y ait cette ligne 19 avec ces 2 branches, une branche qui se repique sur la ligne 17 pour la Roissy et une branche qui va vers Agoralim parce que, encore une fois, il faut penser la globalité et les transports dès à présent. Merci beaucoup Jacques Paquier, la une du journal du Grand Paris, commerce parisien entre rideaux de fer baissés et nouveaux usages. Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous. Un petit mot de l'actualité internationale, Rachid Temal, puisque vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères, et sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza. La journée a été difficile hier. Israël accuse le Hamas de violer le cessez-le-feu. Il a bombardé en réponse le sud de Gaza. Donald Trump maintient que l'accord de cessez-le-feu est en vigueur. Est-ce que c'est un peu un accord en trompe-l'œil ? D'abord, il faut quand même dire que cet accord-là a permis pour 20 otages qui vivaient depuis 2 ans dans des conditions effroyables de retrouver, la vie, leur famille. Et puis les corps de ceux qui ont disparu. Ça, c'est une bonne chose. Et deuxième chose, pour aussi les Gazaouis de ne plus avoir de bombes sur la tête toute la journée et des morts. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, c'est un bon accord. La question que vous posez, c'est la poursuite. Nous, les socialistes du Sénat, nous sommes pour effectivement une autorité une autorité internationale, qui viendrait concrètement organiser à Gaza et en Cisjordanie, finalement, ce qu'est le futur État palestinien. C'est-à-dire qu'il faut des pays qui ont des capacités économiques, parce qu'il faut reconstruire aéroports, ports, des moyens, tout est détruit. Il faut également des capacités, militaires, de défense et de sécurité, parce qu'il faut permettre aussi aux 2 parties de vivre totalement en sécurité. Donc c'est un travail qui est devant nous. La France a beaucoup œuvré avec le préambule, il faut le saluer, et donc il faut poursuivre. Donc oui, comme tout accord de paix, il est fragile. Donc il faut constamment le pousser dans le bon sens. Merci Rachid Temal. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Alexandre, on se retrouve dans 20 minutes ? Oui, on verra que le casse du siècle au musée du Louvre intéresse beaucoup la presse quotidienne régionale. Oui.